Bonjour, Vicky Gauthier pour le volet Carte blanche des parleuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de thèse qui a porté sur l'écrivaine française décadente Rachilde, de son vrai nom Marguerite Emery Valette. Donc, dans un de mes séminaires doctoraux, j'ai fait la rencontre de Rachilde à travers un de ses merveilleux textes, La Tour d'amour, que je recommande à tous. Et je suis allée voir ma directrice de thèse et je lui ai dit je vais absolument travailler sur Rachilde. Et en regardant un peu qu'est-ce qu'elle avait fait, je me suis rendu compte que c'était une auteure méconnue et on parle de 2009 évidemment, quand j'ai commencé, et qui avait écrit de façon prolifique et c'était un peu insensé de voir à quel point elle était complètement tombée dans l'oubli. On parle d'à peu près 60 ouvrages, autant de nouvelles, de contes, de pièces de théâtre, de poésie et de romans. Et pour ma part, évidemment, le roman La Tour d'amour m'a amené à elle, donc c'est sûr que c'était le roman que j'avais choisi comme angle d'attaque. En faisant d'autres recherches sur la littérature scientifique, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un grand attrait pour Rachid, quand il y en avait, c'était surtout du côté des théories sur le genre sexuel, nommées Gender Studies, du côté des études anglophones américaines et en canadienne-anglaise. C'était très bien fait, c'était très intéressant, mais ça avait un peu l'écueil de toujours prendre les mêmes textes de Rachid, dont Monsieur Vénus, un- qui est particulièrement pertinent pour son texte. Pour ma part, j'avais envie de voir au contraire s'il y avait une poétique à Rachid, s'il y avait une spécificité dans son écriture, dans l'ensemble de ses romans. Et donc, ces romans, ça comprenait quand même, en excluant ceux qui étaient écrits en collaboration avec Homène de Christo et autres, ça comprenait à peu près près de 40 romans. Donc c'était quand même une thèse assez d'ampleur à laquelle je m'attaquais et qui a vraiment étiré assez longuement jusqu'en 2018. Donc j'ai déposé en décembre 2017 et j'ai effectué ma soutenance en 2018. La distance a été aussi parce que j'ai été souvent appelée à enseigner durant mon doctorat, mais aussi que j'ai eu la chance de voir trois naissances en cours de route, et dont la dernière qui est née euh, au milieu de tout ça, à la fin du doctorat, mais au milieu du dépôt initial et de la soutenance. Donc ça a été assez sportif et musclé. On apprend à travailler beaucoup plus vite et à être compartimenté aussi quand on se rend compte que le temps est très précieux pour travailler. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec trois enfants à la maison. Mon approche, ça a été de justement d'essayer de voir que on jugeait beaucoup encore aujourd'hui le décadentisme, la période de la littérature décadente comme étant vraiment une espèce de soubresaut, une espèce de faux pas dans la littérature qui nous mène au surréalisme et au nouveau roman. Et que finalement, le roi de la décadence, c'est vraiment Huysmans avec Péladan et Villiers de l'Isle-Adam, etc., etc. Et souvent Rachid est absente de cette liste-là, ou quand elle y est, on la dénigre en disant justement qu'elle montre, je cite ici Pellet de mémoire, qu'elle montre la crise sans pourtant aller plus loin. Et au contraire, je trouvais ça assez dommage de montrer Rachid de cette façon-là, et je voulais voir en fait comment elle pouvait transcender aussi le décadentisme et comment elle pouvait aussi se l'approprier et en le porter finalement à elle seule, parce que alors que tout le monde s'en détourne, Huysmans le premier, on a Rachid qui continue jusqu'en 1947 à publier des romans à saveur tout à fait décadente. Donc il me semblait que justement cette catégorisation, cette périodisation-là pouvait être revue, peut-être même corrigée, si on peut dire, mais aussi voir comment Rachid justement faisait sien ces doctrines-là. Je vous rappelle les thèmes fin de siècle, hein, le goût pour le culte, l'ésotérisme, le raffiné, le rare, l'insolite, le morbide, etc. La recherche de l'évasion, le repli sur soi, souvent artificiel, drogue, rêve, mythe, snobisme, prédilection à présenter la folie, la névrose, la perversion, se positionne contre le naturalisme de Zola.
Donc, il y avait aussi un autre préjugé fort réducteur, envers Rachid. Souvent, on dit d'elle qu'elle a écrit 3 ou 4 bons romans, voire qu'un seul, Monsieur Vénus, et qu'elle ne faisait que réitérer les mêmes motifs avec un décor, en plaquant un décor différent. Et, et je voyais ça vraiment comme une façon réductrice de voir Rachid et se dire, bon, elle a autant publié, elle a autant fait de choses, mais finalement, c'est toujours le même roman. Et je me disais aussi que, en tant que seule femme au sein d'un groupe d'hommes, d'écrivains hommes, il y avait sûrement des divergences, sûrement des originalités qu'il fallait fouiller. Un jour, je suis tombée sur un ouvrage de Nathalie Prince, Le Fantastique, un tout petit ouvrage, très bref, qui est seulement là pour montrer un peu les balises et l'évolution du fantastique à travers les époques. Montrant plutôt que c'est le texte qui fait peur et non pas les sujets, parce qu'on fait pas juste marquer fantôme pour soudainement avoir peur, mais c'est bien la façon de l'écrire, et que finalement, peu importe ce qu'on écrit, c'est vraiment la mise en écriture qui rend le texte fantastique. Donc, elle montre là-dedans que le fantastique à la fin du 19e siècle, c'est un fantastique qui se veut plus intérieur. Donc, on délaisse les fantômes, les vampires, les loups-garous pour des choses plus intérieures, à la fois au niveau de l'espace, au niveau spatial, mais aussi au niveau mental, psychique. Donc, il y a cette découverte-là à la fin du 19e siècle, il y a toutes les découvertes au niveau de l'instinct, des pulsions, du mental, et on vient avoir peur de soi, mais aussi des autres. Donc, tout le monde est potentiellement dangereux, tout le monde est potentiellement des monstres. Donc, cette idée-là de monstre moral, je suis allée l'emprunter à Michel Foucault dans ses Anormaux, et je suis partie de ça avec cette idée-là que, finalement, Rachid montrait des traits de littérature fantastique fin de siècle que Nathalie Prince nomme le fantastique du monstrueux moral. Donc là, du coup, on n'est plus comme je vous le disais, dans le surnaturel glorieux de l'époque du début du 19e siècle, mais bien dans un concept plus sournois à la peau, où on montre des scènes extrêmes, où on montre des gens ayant des comportements étranges, jugés comme étranges par l'entourage. Et donc là, le défi, c'était de montrer comment Rachid faisait du monstrueux moral. Donc, c'était pas seulement aussi au niveau des personnages, qui étaient quand même assez évidents, mais aussi au niveau de l'écriture et aussi au niveau du descriptif. Et là, ça m'a amené justement à faire mes 3 axes d'analyse pour la thèse. Donc la figure du monstre allait être là en filigrane tout au long du texte. Donc le premier pas de la thèse, c'était de voir comment s'écrit le monstre chez Rachid, et elle prend des techniques que le fantastique utilise. Donc on parle de rhétorique, pardon, du fantastique, notamment l'écriture de la suggestion avec des effets de sourdine, l'écriture de la monstration avec des effets de sourdire, et, et donc Rachid va appliquer ces techniques-là à ses personnages qui sont aussi vus comme des personnages différents, autres, étranges, venant d'un autre temps, d'une autre époque, d'un autre monde même. Et c'est même eux-mêmes qui vont le réclamer, le déclarer de leur propre bouche. Donc c'était très intéressant de voir à quel point finalement ça s'appliquait de façon assez fluide dans chacun des romans sur lesquels je tombais. On a aussi une revisite des mythes chez les auteurs décadents, et chez Rachid. Il y a non seulement cette revisite de mythes comme les autres, bon, on parle de la femme fatale avec Salomé, ou des Pygmalions, où Galatée devient dangereuse, ou des choses comme ça. Mais ce qui était surtout intéressant chez Rachid, c'est qu'elle appelait des nouveaux mythes, euh, qui est pas nécessairement privilégié par la décadence, parce qu'en fait, on va se rappeler aussi que la décadence de la période de la fin du 19e siècle, c'est une période hautement misogyne. Donc il y avait ce côté-là de rapatrier des mythes montrant des femmes dangereuses. Donc ça allait aussi dans le sens de cette idée-là euh, qu'il fallait pas montrer des femmes fortes, il fallait pas montrer des femmes autonomes, des femmes donc on privilégie des femmes dangereuses, des femmes vides, des femmes bon sans âme, on leur donne pas d'épaisseur
diégétique, on leur montre seulement des femmes objets, finalement. Et Rachid, oui, il va avoir de ce côté-là, mais par-ci par-là, il va avoir de ces femmes-là fortes, avec une épaisseur littéraire, avec une existence propre, des opinions propres et qui ne cadre pas du tout avec, par exemple, l'Ève future de Vie de l'Isle-Adam, où on a une femme robot qui est au service de l'homme. On n'a pas du tout ça, pardon, chez Rachid. Au contraire, on va avoir cette image-là d'Amazon, de Diane chasseresse qui est constamment cachée dans ses textes un peu partout, des fois de façon tout à fait vibrante et éclatante. Tout à l'heure, c'est un peu plus implicite. Donc il y a vraiment cette idée-là de femme forte qui revient souvent chez Rachid et qui est très intéressante et qui fait sa part d'originalité quand on pense qu'elle écrivait dans une époque misogyne. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est des femmes souvent célibataire, au même titre que le personnage phare qui prend le pas à la fin du 19e siècle partout dans la littérature, mais spécifiquement aussi dans la littérature fantastique, c'est ce personnage de célibataire qui s'isole justement, soit par la peur des autres, une espèce de misanthropie, mais aussi par la peur d'être lui-même dangereux. Donc il y a ce côté huis clos, ce côté isolation, qui est très important et qui est très présent aussi chez Rachid. Souvent, elles vont être... souvent, évidemment, ces femmes-là célibataires chez Rachid n'ont pas les mêmes façons de faire. Elles vont plutôt privilégier d'être des veuves ou des jeunes héritières ou des choses comme ça, mais au moins, elles vont toutes avoir en commun cette idée-là de rejeter le mariage, la famille et la procréation. Et ils vont justement avoir pour modèle cette idée-là de Diane chasseresse, qui est justement cette image de femme forte, virile, guerrière, qui sort d'Apollon, va sortir avant lui et va voir les douleurs de l'enfantement, il va refuser donc d'être elle-même mère. Donc, avec ces trois axes d'analyse-là, je vais revenir à mon sujet principal. Donc, l'idée, c'est de voir, en premier, c'est de voir l'écriture, comment s'écrit le monstre. Ensuite, le personnage monstrueux, ses actions, ses propos, sa contagiosité par rapport à son entourage. Et ensuite, voir son environnement à lui, son lieu, sa demeure. Et souvent, dans le fantastique fin de siècle, il y a cette idée-là d'osmose entre le milieu et la personne vivant à l'intérieur. Et il y a souvent cette contagiosité aussi avec les objets, des objets qui bougent ou des objets qui représentent vraiment, qui deviennent une espèce de métonymie de la personne. Et c'est vraiment une période aussi où ce qu'on privilégie le raffinement, le kitsch, les choses comme ça. Donc il va y avoir cette réciprocité avec l'environnement qui n'est pas à prendre à la légère non plus dans les textes de Rachid où les descriptions sont très 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 parlantes. Donc il y avait ça aussi qui était très intéressant pour la thèse. Pour finir, j'aimerais vous lire un extrait de La Jongleuse, un texte de 1900 de Rachid, qui montre justement cette image de femme forte, virile, qui refuse justement les devoirs éternels féminins, la famille, la procréation et le mariage, et qui va justement, qui est courtisée par un jeune, Léon, qui souhaite la posséder et elle refuse, préférant plutôt se donner à une amphore en pratiquant l'onanisme. Donc je vous en lis un extrait pour que vous remarquiez justement cette idée-là d'étrangeté, de fantastique, de personnages étranges qui ne cadrent pas avec la société, et aussi ce discours-là qui est criant à mon sens, de vouloir prendre en charge sa propre jouissance. Alors, je vous en lis un extrait. Non, non, vous ne me comprenez pas du tout. Je suis réellement amoureuse de tout ce qui est beau, bon, me paraît un absolu, la définition même de la volupté. Mais ce n'est pas le but, le plaisir, c'est une manière d'être. Moi, je suis toujours heureuse. Je voulais vous mener ici pour vous prouver que je n'ai pas besoin de la caresse humaine pour arriver au spasme. Il me suffit d'être, car je porte en moi le secret de toutes les sciences en ne sachant qu'aimer. J'ai le dégoût de l'union qui détruit ma force. Je n'y découvre aucune plénitude voluptueuse. Pour que ma chair s'émeuve et conçoive l'infini du plaisir,
Je n'ai pas besoin de chercher un sexe à l'objet de mon amour. Je suis humiliée parce qu'un homme intelligent pense tout de suite à coucher avec moi. Demain, vous ne m'aimeriez plus. Si vous m'aimez, si vous peu que cela. En effet, vous ne m'aimez pas, monsieur. Alors que prétendez-vous m'offrir? Quelle confiance peut-on avoir dans cet homme qui passe? Vous ne passerez pas chez moi. Où vous resterez? Un frisson? Ce n'est pas beaucoup pour celle qui est le frisson incarné. Une flamme? C'est trop peu pour une qui est toute la fournaise. Mon mal, je l'avoue, je me meurs d'amour, et comme le phénix, je renais après avoir brûlé de l'amour. Simplement. Ce n'est pas plus étonnant que cela. Non, je n'ôte jamais ma robe, seulement regardez-moi, je me meurs. Eliante, à présent dressée au-dessus du col de l'amphore blanche, se tendit comme un arc de la nuque au talon. Elle ne s'offrait point à l'homme, elle se donnait au vase d'albâtre, le personnage insensible de la pièce. Sans un geste indécent, les bras chastement croisés sur cette forme svelte, ni fille, ni garçon, elle crispa un peu ses doigts, demeurant silencieuse. Puis l'homme vit ses paupières closes se disjoindre, ses lèvres s'entr'ouvrir, et lui sembla que des clartés d'étoiles tombaient du blanc de ses yeux, de l'émail de ses dents. Un léger frisson courut le long de son corps, et ce fut une risée plissant l'onde mystérieuse de sa robe de soie. Et elle eut un petit râle de joie imperceptible, le souffle même d'un space. C'est scandaleux! Là! Devant moi! Sans moi! Non, c'est abominable! Il se jeta sur elle, ivre de colère folle. Laissez-moi donc, je suis très heureuse, vous ne trouvez rien de meilleur. Pourquoi me faites-vous ces yeux de bête féroce? Croyez bien que ce n'est pas par vertu que je vous défends de toucher à ma robe, c'est parce que c'est fini. Je vous ai donné ce que je peux vous montrer d'amour à un homme. Voilà pour moi, donc c'était ma petite carte blanche pour vous présenter vraiment rapidement ma thèse avec Rachid et ses romans. Vous pouvez aller consulter ma thèse de doctorat sur la bibliothèque de l'UQAC. J'espère en avoir converti quelques-uns à aller voir cette merveilleuse écrivaine aux romans scandaleux. Je vais terminer avec une citation tirée de sa préface à Madame Adonis, un autre texte où il est question d'inversion des rôles. On a tort d'être femme de lettres. Il y a toujours mieux à faire. Pour les unes, la prostitution, hygiène de la société. Pour les autres, le mari. Je suis androgyne des lettres. Voilà, c'était Rachid. Et au plaisir.